Je suis tout le temps un peu débordé, mais je crois que je le veux aussi, quoi. Moi, je suis un hyperactif. Je ne sais pas me reposer. Je suis jamais assis à rien faire. Si je suis pas en train de réfléchir au prochain livre, je suis en train d'un truc. Si je suis pas en train de faire un tableau Excel, je suis en train de m'occuper de jouer avec mes enfants. Je suis toujours en train de faire quelque chose. Donc, je pense que c'est ma nature et que finalement, avoir 1000 activités, ça me convient bien, quoi. Quand je vais courir, je pense plus à rien. Et c'est 1 heure où je cours. Je transpire, je cours et je reviens et je peux passer à autre chose. C'est mes moments de coupure, la course, où vraiment je pense à rien. Si j'ai une semaine où je cours pas, non, c'est problématique pour moi. Hein. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Alexandre Marcel, également connu sous le pseudonyme de Papa Plume, se décrit comme un père passionné et un conteur d'histoires modernes. Son blog et ses réseaux sociaux sont une fenêtre ouverte sur sa vie de papa, partageant sans filtre les moments de bonheur, les difficultés et ses réflexions sur des sujets sensibles comme les préjugés de genre ou la violence éducative ordinaire. Avec humour et authenticité, il aborde des thèmes universels qui résonnent auprès de nombreux parents. À travers ses livres, ses récits et son engagement, Papa Plume aspire à réformer les perceptions traditionnelles de la paternité. Il encourage les pères à embrasser pleinement leur rôle et à chercher un équilibre entre vie professionnelle et responsabilité familiale. Il nous parle aujourd'hui de la façon dont il organise sa vie avec ses différentes casquettes et partage avec nous sa passion pour la course à pied depuis son plus jeune âge. Il revient notamment sur sa participation à l'édition 2024 de l'Harmonie Mutuelle Summit Paris. Mais je ne vous en dis pas plus. Alexandre va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique. Papa engagé, coureur passionné. Cet épisode vous est proposé en collaboration avec Harmonie Mutuelle, qui accompagne au quotidien ses 5 millions de bénéficiaires en santé, prévention et prévoyance, et donne à chacun le moyen d'être acteur de sa santé et de la société. Convaincu que le sport est un puissant déterminant de santé, Harmonie Mutuelle se mobilise pour mettre la France en mouvement. Entre événements sportifs, actions de prévention et services auprès des entreprises, Harmonie Mutuelle entend sensibiliser le grand public à l'importance de l'activité physique en agissant au cœur des territoires et au sein de ses entreprises clientes. Salut Alexandre, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Merci beaucoup. C'est un épisode qu'on réalise en collaboration avec Harmonie Mutuelle. Je suis vraiment ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. Comment ça va sur une échelle de 1 à 10 ? Tu as combien là ? Tu peux mettre des virgules, pas des mal, décimales. hein, non, mais franchement 9. 9 ? Moi, Ok. je suis bien. C'est pas mal. Moi, c'est pas mal. C'est prometteur. Mm. On enregistre cet épisode le 26 avril, qui est une journée chargée d'histoire. Je vais te laisser juger de ça. Figure-toi que le 26 avril 1564 a eu lieu le baptême de Shakespeare. En 1989, la diffusion du premier épisode de Dragon Ball Z au Japon. Je sais pas si t'es fan ou pas, si t'as suivi. À fond. En 93, le lancement par France Télécom du téléphone mobile Bebop. Tu te rappelles de ça ? C'est l'ancêtre du téléphone mobile avec l'antenne que tu sortais et tout. C'est les premiers. Non, j'étais petit, j'étais tout petit. Ah, tu viens de me mettre un petit coup de... Tu viens de me holder Ouais, l'arme, un petit désolé. coup, Du coup, non, je m'en souviens pas trop. Moi, j'étais déjà à la fac, tu vois. Donc, en 94, tu t'en souviens peut-être un peu plus, c'est plus notable. C'était l'élection de Nelson Mandela comme président de la République d'Afrique du Sud. Et donc la fin de l'apartheid, une date qu'on aime. Ouais. Et en 2001, le lancement de la saison 1 de Love Story, la première télé-réalité française, auquel de ces événements tu aurais aimé participer ou pouvoir assister, le baptême de Shakespeare, le lancement de Dragon Ball Z, le Bebop, Mandela ou Love Story. Tu me prends avec les sentiments par 2 choses. Shakespeare, parce que j'adore la littérature, et Dragon Ball, parce que je suis vraiment un gros fan de Dragon Ball. Donc moi, regarder Dragon Ball Z à l'époque dans le club Dorothée, c'était vraiment mon petit rituel du mercredi. Et d'ailleurs, pour la petite info, chez moi, j'ai toute une collection de cellos originaux de Dragon Ball. Donc en fait, c'est des planches extraits des dessins animés. Et j'ai tout un mur qui est tapissé de cellos, parce que mon beau-père travaille dans l'art. Okay. Et du coup, j'achète ça aux enchères. Donc c'est ma petite collection privée saveur Madeleine de Proust, tu vois. Je suis tombé assez juste avec Dragon Ball Z. Absolument, en tout cas. Voilà, c'est une date anniversaire importante en tout cas.
Alexandre, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive et globalement ton parcours de vie, est-ce que tu pourrais te présenter? Je t'impose une contrainte à ce stade, tu ne peux pas me parler de sport, qui va être un de nos sujets sur lequel on va s'attacher particulièrement aujourd'hui. Eh ben écoute, oui, très rapidement. Donc je m'appelle Alexandre, je suis papa de Ambre, 5 ans, et Swan, 2 ans. Tu vois, je commence déjà par ça, comme si aujourd'hui ça me définissait, mais bon, c'est clairement, voilà. J'ai pas mal d'activités. Je travaille chez LVMH en tant que cadre. À côté de ça, je suis Papa Plume sur les réseaux sociaux, où j'ai une belle communauté. Et je suis écrivain, auteur-écrivain, donc j'ai sorti 2 livres chez Larousse, un roman l'année dernière chez Michel Lafon qui s'appelle Le Temps Bleu, et je ressors un livre début juin, toujours chez Michel Lafon, et voilà, donc je suis bien occupé. Je crois que tu as oublié quelqu'un, Marianne. Oui, Marianne, bah oui. Oui, je suis marié avec Marianne. Ouais. Oh là là, important honte. aussi. Oui, important, oui. Oh, j'espère qu'elle va pas écouter le podcast. Ah, ce serait sympa quand même. Oui. Alexandre, on va remonter un peu le temps. C'était quoi tes sports de prédilection quand tu étais jeune? Il a été déjà très présent. C'était pas forcément la course à pied à ses débuts, même si elle a trouvé sa place relativement vite. Tu as aimé courir très tôt. Est-ce que tu étais déjà féru de sport, très dynamique, très dans le mouvement? Ouais, j'ai toujours fait beaucoup de sport, adoré le sport. J'ai commencé par le tennis. Mes parents m'ont inscrit au tennis, j'étais tout petit. J'ai eu cette discussion avec ma mère hier, d'ailleurs, on essaie de se souvenir à quel âge exactement elle m'a inscrit. Je crois que c'était 4-5 ans, un truc comme ça, donc j'étais vraiment petit. Mini-tennis. Ouais, mini-tennis. J'ai fait un peu d'athlétisme ensuite. Basket. Et le basket, c'est devenu mon grand sport. Où je suis devenu vraiment obsédé du basket. Donc tu jouais, mais tu regardais tout ce qui concernait la NBA. Je jouais la NBA, ça. j'étais vraiment... Jordan, c'était vraiment mon idole absolue. D'ailleurs, pour mes 30 ans, j'ai eu un ballon dédicacé de Michael Jordan, donc ça c'est... Pas mal, après le stylo Dragon Ball Z, là tu mets quand même un bon niveau de collector. Ouais. Et tu vois, moi je voulais faire la NBA, enfin vraiment c'était un... Puis bon, la réalité m'a rattrapé, j'ai pas fait la NBA. T'as joué à bon niveau quand même? Ou en tout cas, t'as fait des compétitions? En fait, j'ai joué, j'ai beaucoup joué. Et arrivé au lycée, j'étais dans un établissement qui était très exigeant, donc j'ai eu de moins en moins de temps. Après, j'ai fait une prépa, école de commerce et tout, donc c'était devenu beaucoup trop compliqué. Mais en tout cas, je continue. J'essaie de jouer de temps en temps, mais bon, un peu tout seul dans mon coin. Et puis surtout, je regarde la NBA. Je suis la NBA. Lâché, non, j'ai pas lâché. Avec OMB en plus, j'imagine que tu dois être au taquet. Quelle folie. Alexandre, la course à pied, est-ce qu'on peut en parler plus particulièrement? Dans quel contexte tu l'as découverte? Et puis, qu'est-ce que toi, t'en as aimé? J'imagine que aussi loin que tu te souviennes, tu as les souvenirs de toi en train de courir. J'ai toujours couru, quoi. Petit, j'étais rapide. J'ai toujours été dans les bons en course à pied, quoi. Je me souviens qu'on faisait des sortes de cross en primaire. J'étais tout le temps dans les 2-3 premiers, quoi. De toute manière, tu sais, dans la plupart des sports, c'est utile d'être bon en course et c'est important d'accompagner toi ta pratique sportive, que ce soit le tennis, le basket ou quoi. La course, ça t'offre un fond. En général, on n'aime pas beaucoup d'ailleurs les gens qui font du foot ou du rugby ou autre. Ouais. La course à pied, c'est un truc qui moi, ça m'a jamais dérangé. Au contraire. Et en fait, plus le temps a passé et moins j'ai eu de temps à dédier au tennis, au basket, à tout ça, plus j'en ai accordé en fait à la course pure, quoi. Donc aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours couru, quoi, en fait, tout simplement. Il y a ce côté donc très tonique et dynamique. Est-ce qu'il y avait une part déjà de rêverie dans l'enfant que tu étais et un peu plongé dans tes pensées, dans ta créativité? Quand je courais? De manière générale, dans la vie, est-ce que tu avais des temps très distincts à la fois de recueillement sur toi et puis d'évasion et ce côté très physique et dynamique? Oui, exactement. C'est tout à fait ça. C'est qu'à la fois, j'étais dans l'ancrage du corps, tu vois, de la course, de la dépense physique, etc. Et j'étais un enfant très dans l'imagination. Où, tu vois, je rentrais chez moi de l'école. Première chose que je faisais, c'est que je me déguisais et j'entrais dans mon monde et j'embarquais ma sœur avec moi. Okay. Donc on imaginait toutes les histoires possibles. On avait un jardin, j'avais une cabane. Et dans cette cabane, on faisait vivre tous les imaginaires possibles. Et j'écrivais déjà des histoires à l'époque. J'ai retrouvé des pages que j'avais écrites quand j'avais entre 8 et 12 ans, quoi. D'histoires folles où je réécrivais Harry Potter qui venait de sortir. Quand j'ai eu ma période Égypte aussi, et Christian Jacques, tout ça. Donc du coup, j'écrivais, j'imaginais des histoires. Donc tu lisais beaucoup aussi? Je lisais énormément et puis j'imaginais Du coup, ça m'inspirait pour ce que j'écrivais. Et après, je faisais lire les trucs à ma sœur. Donc c'est marrant. Comment tu te rêvais plus tard à cet âge-là? T'imaginais quoi de ta vie, de ce que ça pourrait être? C'était quoi tes aspirations? Dur à dire, mais beaucoup basket. Hein. Ok, tu le voyais sportif? Ouais, beaucoup basket. Puis un jour, on m'a dit t'es bon à l'école, donc faudrait que tu fasses une prépa, un truc. Donc tu vois, après j'ai suivi le cours du truc, mais ouais, plutôt sportif. Ouais. J'en viens plus particulièrement à la course à pied un peu plus tard dans le temps. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la compétition, la performance et le tout premier dossard peut-être que tu as porté, c'était je pense il y a une grosse dizaine d'années. Qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que la performance, toi, c'est
clé d'entrée, donc à ton échelle, mais en tout cas c'est quelque chose qui est important. Est-ce que le plaisir est toujours en premier plan ou est-ce qu'il y a aussi cette dimension où tu te prends quand même au jeu de faire le max et de te faire un peu mal pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés? J'ai toujours été très compétitif. Donc à l'époque c'était alors tennis pas trop parce que j'ai pas beaucoup fait de compète, comme le basket a beaucoup très vite pris une grosse place, mais au basket je voulais être le meilleur, donc je m'entraînais beaucoup et en course oui, mais pas fort. Alors tu vois, par exemple au lycée quand on avait les 3x500, le bac, ça je voulais être le meilleur quoi, mais ensuite c'était surtout être le plus performant par rapport à mes propres critères quoi. Donc ça va être de faire des bons temps sur 10 km, ça va être tu vois de me challenger tout le temps, tout en gardant évidemment une notion de plaisir, parce que courir pour se faire purement souffrir, ça m'intéresse pas. Mais oui, le premier dossard que j'ai mis ça devait être le semi. Je pense que c'était le premier semi que j'ai fait, ou peut-être une course l'équipe avec des potes, un 10 km qui était peut-être l'année d'avant ou 2 ans avant. J'en garde pas un souvenir fabuleux parce que c'était avec des potes, on était un peu plus là pour rigoler, donc j'avais fait vraiment un temps pourrave, je crois, mais je m'en fichais un peu. Sujet, ouais. C'est pas le sujet. Mais ma première vraie course impliquée, c'était le semi en 2014-15, je sais plus trop, il y a une dizaine d'années. Ouais. 2015, ouais. Voilà. Et c'est marrant parce que à l'époque, c'était avec mon entreprise qui était sponsor du truc. Et c'était super chouette, je m'en souviens, parce que du coup, ma première expérience de course, c'est pas un truc à l'arrache, tu sais, où tu sais pas où foutre tes affaires. Là, on avait un stand. Très encadré, ouais. Ouais, c'était super encadré. Donc, t'avais le stand, t'avais des masseurs à la fin. C'était avec Guerlain, donc l'entreprise dans laquelle je suis encore actuellement. Et du coup, t'avais de quoi te rassasier, tu vois, quand t'arrivais. Des gens qui te poussaient sur le parcours, des rollers aussi. Ouais, non. Et alors, ce qui était très très cool, je m'en souviens, c'est que t'avais plein de gens de la maison qui couraient, dont le PDG. Et donc en fait, ça cassait toutes les barrières hiérarchiques. Et il y avait une préparation justement avec tous tes collaborateurs de l'époque? Il y avait une préparation avec les collaborateurs de l'époque, ouais, exactement. Tu avais des trucs qui étaient organisés. En plus, j'avais pas d'enfants le soir, donc c'était quand même plus simple de. Et c'est moi qui en organisais une partie, parce que comme j'étais un peu le meilleur en course, je m'occupais un peu de ça, quoi. Donc je les entraînais, on allait courir, je me rappelle, sur l'île de la Jade, je leur faisais du renforcement musculaire, des trucs comme ça. Et c'était vraiment sympa parce que tu vois, durant cette course, puis même les moments avant et après, je discutais avec le directeur, le PDG, je discutais avec les directrices marketing, trucs. En fait, il y avait plus de notion de qui est quoi dans la boîte. On était juste des sportifs qui avons couru, quoi, tu vois. La beauté de la course à pied. C'est ça qu'on en aime. Ouais, exactement. T'étais quel genre, autoritaire ou plutôt flexible et empathique, là où tu faisais un petit coaching un peu à la baguette? Non, pas à la baguette, quand même. Ouais, non, puis en même temps, ça restait bon enfant, mais quand je leur disais, allez, on accélère, fallait accélérer, quoi. Comment toi tu gères quand t'atteins pas nécessairement l'objectif que tu t'es fixé? Est-ce que c'est quelque chose qui va t'habiter longtemps? T'as du mal à tourner la page ou est-ce que c'est quelque chose... Tout dépend de la course, tu vois. Si j'ai le sentiment d'avoir vraiment tout donné, en fait, c'est comme ça. Si j'ai raté parce que à cause de j'ai mal fait quelque chose ou parce que ça va m'énerver. Mais il n'y a pas de... Tu vois, le marathon que j'ai fait, j'ai fait 20 minutes de plus que ce que je voulais. En fait, j'ai pas pu faire la prépa que je voulais parce que j'ai des enfants, j'ai plein de boulot, j'ai des trucs. Donc, et puis en fait, j'ai fini tellement épuisé qu'en fait, ok, tant pis. Tu vois. T'as fait ce que t'avais avec les armes du jour. Ouais, j'ai fait ce que je pouvais avec les moyens que j'avais. T'as eu très vite envie d'allonger les distances, de te pousser un peu plus loin à chaque fois que tu réussis un premier 10K ou un premier semi? Est-ce que tu t'es dit, tout de suite le coup d'après, il faut que j'aille plus loin, ou t'as pas dans cette escalade-là forcément? Non, pas forcément. D'ailleurs, les longues distances m'ennuient un peu. Enfin, je préfère courir un peu moins longtemps et être plus sur de la vitesse. Dans le sens premier du terme, l'ennui, ça veut dire que tu trouves le temps long. Trop long. Et je peux pas aller vite, en fait. Le marathon, typiquement, c'est une course qui m'ennuie un peu parce qu'en fait, je me limite à 5 minutes 30 de kilomètres et j'ai pas la sensation d'explosivité, tu vois. Je finis éreinté, mais sans avoir senti que mon... Plus en gestion, malgré tout, c'est ça? Ouais, alors que un 10K ou un semi... Je peux y aller, quoi. Je fais tourner les jambes, quoi. Toi, tu as une préférence pour la route, hein. Aujourd'hui, le trail, c'est un sujet qui, aujourd'hui, en tout cas, t'intéresse un petit peu moins? Ouais, en fait, c'est marrant parce que tu vois, quand mes parents ont une maison dans le sud de la France, côté de Toulon, donc à côté d'un grand parc national. Il y a de quoi faire, ouais. Magnifique. Du coup, quand je suis en vacances là-bas l'été, je prends mes baskets et je peux aller courir des heures, tu vois, dans la montagne, sur les terrains, sur les cailloux, la terre et tout. Et j'adore ça, j'adore être tout seul dans les grands espaces. Mais ça demande une orga. Moi, j'habite à côté de Paris, faire des trails, c'est-à-dire que tu vois, tu pars tout le week-end, tu vas je sais pas où, l'entraînement, tu t'entraînes où à Paris sur des côtes, enfin, y a rien, tu vois. Donc, dans ma vie aujourd'hui, c'est impossible. Mais c'est un truc, je pense, je m'épanouirais vachement. Peut-être plus tard quand le contexte sera un peu plus favorable. Plus tard, ouais.
C'est quoi pour toi les ingrédients indispensables pour qu'une course soit réussie? Qu'est-ce qui va te donner envie d'y aller? Qu'est-ce qui va faire que tu passeras un bon moment? La distance, le parcours, l'ambiance générale. Il y a le côté partage aussi avec d'autres coureurs ou avec ton entourage si ta famille est là à tes côtés. Ouais, c'est sûr que ça fait partie du truc aussi. Mais tu vois, j'ai fait des courses où j'y allais tout seul parce que j'avais simplement un objectif de temps et de dépassement, quoi. Tu vois, des 10K, je me dis, bon, bah allez, vas-y, là, on va taper les 40. Tu vois, des trucs... le marathon, ça va plus être... c'est sympa de courir dans Paris, tu vois les monuments, c'est joli, c'est bon. Le semi, c'est pareil, c'est super sympa, tu vois, t'as le bois de Vincennes. Non, franchement, c'est vraiment un tout, quoi. Alexandre, tu es également connu sous le pseudonyme de Papa Plume, tu nous l'as dit. Tu partages ton quotidien puis tes réflexions sur la vie de Marie, papa de 2 enfants à travers ton blog, tes comptes sur les réseaux sociaux. Tu abordes divers sujets, de l'éducation des enfants, la conciliation entre la vie pro et les engagements familiaux, la charge mentale, avec cette envie, comme tu le formules avec tes mots, je vais les citer, pour les papas d'aujourd'hui d'être là, d'être présents, d'être des papas qui veulent s'investir, se mêler au combat, au jeu et aux joies. C'est essentiel pour toi. Comment est né Papa Plume? Papa Plume est né après la naissance de ma fille. Ambre, donc en 2018. Et en fait, si tu veux savoir toute l'histoire, donc moi j'écris depuis longtemps, depuis que j'ai terminé l'école de commerce, j'écris, j'adore ça. Mon rêve, ça a toujours été d'être édité pour un roman. C'est très très compliqué d'entrer dans le monde de l'édition pour un roman parce qu'il y a beaucoup de demandes et très 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 peu de place. Un jour, j'ai participé à une sorte de speed dating de l'édition avec la maison Mazarine. Je vais pas te faire tout le détail, mais en gros, tu avais une petite fiche à remplir et dans cette fiche, il y avait une question, c'était est-ce que vous avez une communauté sur les réseaux sociaux? Et moi, j'avais strictement rien et je me suis dit, si une grande maison d'édition te pose cette question, c'est qu'il y a quelque chose qui se joue dans le monde d'édition autour de ça. Et donc je me suis dit, bon, ok, te créer une communauté sur les réseaux sociaux, bon bah très bien, mais qu'est-ce que tu vas raconter? Et quelques semaines plus tard, Marianne tombe enceinte. Quelques mois plus tard, Ambre naît. Et là, la déflagration, parce que pour moi, c'était un truc de fou de devenir papa. Et je me dis, tu le tiens ton sujet, tu vas écrire là-dessus. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui écrit là-dessus. Il n'y a pas de papa qui prenne la parole sur les réseaux. Il y a des milliards de choses à dire. Et donc, je me suis lancé là-dessus sans jamais me douter que ça prendrait l'ampleur que ça a aujourd'hui. Et voilà, je pense que Mais t'avais envie de raconter, en fait. J'avais envie de raconter. Et en me disant, si en plus, t'arrives à attirer l'œil des maisons d'édition ou quoi, tant mieux. Mais en fait, très vite, le projet a dépassé l'intention initiale parce que ça me faisait plaisir, moi, de partager. Je pense que ça a trouvé un écho à la fois chez les papas qui ne se reconnaissaient pas dans la plupart des choses qu'ils pouvaient lire sur Internet. Et il y avait peu de choses, relativement, à l'époque? En fait, il y avait rien quasiment, tu vois. Et dans les rayons des librairies, les livres, c'était soit des livres de blagues, tu vois, soit des livres, des guides purement pratiques, mais des papas qui se livraient de manière un peu intime sur ce qu'ils vivaient. Et il n'y en avait pas. Et les mamans, je pense, ça leur a fait du bien et plaisir aussi d'avoir un regard un peu masculin, tu vois, sur toute cette aventure. Et puis après, du coup, mon contenu est devenu un peu plus engagé. Tu vois, je me suis engagé pour l'allongement du congé paternité. J'ai pris position sur les violences faites aux enfants, sur les préjugés de genre, enfin, tu vois, plein de choses. Puis voilà, ma communauté a grossi. Larousse m'a contacté. Ensuite, j'ai été édité chez Lafon pour un roman. Donc tout ça se met en place. Donc c'est super chouette. Et voilà, aujourd'hui, je continue. Ça se professionnalise, bien sûr, parce que tu gères pas un compte de la même manière quand t'as 100 abonnés que quand t'en as après pas loin de 300 000. Ça, c'est sûr. T'attires des marques, t'attires des sponsors, t'attires plein de choses. Donc, tu vois, tout le défi, c'est comment garder une authenticité, comment garder une sorte de contact, tu vois, vraiment authentique, sincère avec la communauté, tout en me professionnalisant, parce que l'objectif, un jour, c'est quand même de quitter ma boîte, de vivre de l'écriture et un peu de la création de contenu. Donc voilà, tout ça, c'est un équilibre à trouver. Voilà. Mais c'est super chouette. Hein. Si le DRH de Guerlain écoute, il est prévenu. Oui, mais je pense qu'il doit être au courant. Je pense qu'il s'en doute un peu. C'est quoi la chose qui t'a... Enfin, la révélation, mais j'imagine qu'il y en a eu beaucoup, mais au moment où Ambre est arrivée dans votre vie, la principale prise de conscience, est-ce qu'il y a des choses que tu mesurais pas dans ce qu'allait être ton rôle de papa, en tout cas de ce que tu projetais de ce rôle-là? Ça a été un tsunami? Ouais, tout en fait. Je pense que tu vois, tu peux t'imaginer... Tu vois, mon premier livre, il s'appelle « Je ne m'attendais pas à ça ». Parce qu'en fait, tu peux t'imaginer tout ce que tu veux, tu peux faire tous les plans sur la comète, tu peux assister à tous les cours de préparation à l'accouchement, de trucs, de machin. En fait, t'es toujours surpris, quoi, de tout. Tu peux pas comprendre, savoir tant que t'as pas ton enfant entre les bras, tant que tu vois, t'as pas fait les nuits pourries, la vague d'amour, de responsabilité qui te tombe sur les épaules, tout ça, il faut le vivre, quoi.
Je peux même pas te donner un exemple précis parce que c'est global, il y a tellement de choses. Enfin, c'est tout, tu vois. Et puis des peurs, une peur viscérale. Tu vois, un jour, on était à Barcelone chez des amis, je m'en souviens très bien, et d'un coup, alors on était petite, elle devait avoir 6 mois, 7 mois, un truc comme ça. Et d'un coup, elle s'arrête de respirer, elle dit un bleu. J'ai jamais aussi peur de ma vie. Génial, ouais. Et en fait, ça va faire rire les gens, mais en gros, c'est parce qu'elle voulait faire caca, elle n'y arrivait pas. Non mais... Ouais, mais toi, t'as un petit moment de flottement, là. Bah, c'est-à-dire que nous, on pensait qu'elle avait avalé un truc, qu'elle s'est tout fait. Et en fait, c'est un truc qui peut arriver aux nourrissons, faut le savoir. C'est que quand ils sont trop constipés, ils peuvent arrêter de respirer. Comme s'ils avaient avalé un truc et qu'ils donc après coup, ça nous a fait rire, mais sur le moment, on s'est dit, on est en train de perdre notre fille, quoi. C'est une folie, tu vois. Donc, c'est des trucs vraiment. Puis, ouais, la fatigue, quoi. Tu vois, l'enchaînement des nuits où tu dors mal, c'est dur pour soi, faut que le couple soit solide, il faut tu vois, et puis c'est de l'amour, quoi, de donner le biberon, tu vois, au milieu de la nuit, oui, c'est dur, mais en même temps c'est magnifique, quoi. Donc non, c'est une période qui est puissante, en fait. Voilà. On te voit habiter, en tout cas là, quand tu le racontes encore, là, on sent que oui, en fait, quand tu t'investis dedans, tu t'en mesures toutes les facettes, quoi, tu vois. Tu l'as touché du mot là sur un certain nombre de projets que tu as évoqués, mais les choses que toi tu as eu envie de contribuer à faire changer, est-ce que le gros sujet c'est notamment une meilleure répartition de la charge mentale entre le papa et la maman et que le papa trouve sa place, vienne la chercher aussi mieux, et les conditions pour le faire mieux? Oui, c'est un vrai sujet. Ça doit venir à la fois des pères, tu vois, qui pendant très longtemps ne se sont pas assez investis dans la sphère domestique. Tu vois, moi j'ai donné des formations à l'école du bien-être sur toute l'histoire de la paternité, en fait. Et donc en fait on se rend bien compte sur quelle histoire on est assis, quoi, qui est l'histoire en fait du patriarcat, où pendant très longtemps le rôle de l'homme, c'était pas de s'occuper de ses enfants, et notamment lors de la petite enfance. Tu vois, par exemple au Moyen-Âge, jusqu'à l'âge de 7 ans des enfants, on ne présentait même pas les enfants au père, parce qu'en fait ils n'avaient pas encore atteint l'âge de raison, donc on estimait qu'ils n'étaient pas encore dignes de rencontrer leur père. Donc en fait, si tu veux, on est assis sur tout ça. Là, il y a une sorte de changement anthropologique qui est en train de se faire, mais il va pas se faire en 3 minutes, parce qu'on est assis sur des millénaires de patriarcat, quoi. Et c'est entre autres pour ça que je me suis engagé pour l'allongement du congé paternité, parce que comment... tu t'imagines, avant c'était 11 jours. Donc comment est-ce que tu veux qu'un père il prenne sa place, il la trouve? Comment tu veux qu'une mère... elle puisse, entre guillemets, se reposer après l'accouchement si elle se retrouve toute seule au bout de 11 jours avec son bébé? C'est pas possible, quoi. Je t'ai vu évoquer aussi la période de grossesse où c'est un moment dont le père est par la force des choses, physiquement en tout cas, pas investi de la même façon que la maman, et donc le vit d'une façon un peu plus passive aussi, même s'il y a des façons, je crois que tu as pratiqué l'autonomie aussi pour être au contact, au plus près de tes enfants à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ces 9 premiers mois où tu es un peu plus à l'écart, quoi, par la force des choses. Nécessairement, parce que la maman, elle le porte en elle, le bébé. Elle le sent, elle le vit presque. Le papa, il est physiquement à l'écart, en fait, de cette relation. Mais c'est pas pour autant qu'il peut pas se projeter ou pas s'engager. En effet, l'autonomie, pour ceux qui connaissent pas, c'est un terme grec qui signifie en gros la méthode du toucher affectif. Et en gros, c'est de faire connaissance avec son bébé par le biais de positions, de caresses sur le ventre, de choses comme ça, pour apprendre à le connaître avant même qu'il naisse. Et voilà, être moins surpris à la naissance, même si on l'est toujours. Mais on a déjà tissé un lien avec le bébé. Est-ce que tu t'es senti, toi, une responsabilité de partager, d'aller chercher de l'écho autour de toi, ton ressenti, au moment où tu as vu qu'il y avait de l'espace pour le faire et que tu as senti un engouement autour de ce que tu racontais? Tu t'es dit que c'était aussi un devoir de le faire, sans le côté contrainte, mais en tout cas que tu avais un rôle à jouer dans ça? Je m'y attendais pas tellement, et puis en fait je l'ai vite compris, quoi. C'est que quand j'ai vu que ça touchait, tout simplement, que ça touchait les papas, les mamans, que ça leur apportait quelque chose, et puis que ta communauté grossit, oui, forcément tu te dis que t'es responsable de quelque chose, quoi, de manière positive. Ce qui est pas toujours facile à vivre, parce que bon, moi j'ai des mamans, tu vois, hier j'ai une maman qui m'a écrit en me disant oui, moi mon compagnon il s'en moque complètement, il s'occupe pas du bébé, donc je dois tout gérer, je suis épuisé, j'en peux plus. Il râle quand je me lève la nuit pour m'occuper de bébé, tu vois, c'est même pas qu'il se lève pas, c'est qu'il râle parce qu'elle se lève elle et qu'il le réveille. À son boulot, ils sont pas compréhensifs, donc en fait elle craque, et en fait il y a plein de mères comme ça, tu vois. Et moi je me trouve con, en fait, je sais même pas quoi répondre. Tu vois, quoi que je dise, j'ai l'impression que ça va servir, enfin tu vois. Et en fait non, c'est que rien que le fait de se sentir écouté, et d'avoir une oreille qui est là, et je dépose un petit cœur ou tu vois, un petit commentaire, je suis désolé, je comprends, machin,
Bah, rien que ça peut faire du bien, parce que c'est le maximum un peu que je peux faire à mon niveau. Mais ouais. Et à l'inverse, le plus beau message que tu peux recevoir, qu'est-ce qui te donne envie de continuer, te dit que tu as raison de faire ça? C'est quand on t'écrit quoi? Ouais, tous les messages que je reçois où on me remercie, ou quand on me croise dans la rue et qu'on me dit merci, quand on lit mes bouquins et qu'on me dit que c'est super beau, que ça touche, non mais rien. Encore ce matin, j'ai reçu un message fou, tu vois, d'une maman qui me dit que le papa voulait pas s'investir, qu'il n'y arrivait pas, il est tombé sur ma page, qu'il a lu mes posts et qu'il lui a fait une grande déclaration en disant écoute, je me suis mal comporté, j'ai pas pris conscience de la chose, je vais m'investir. Et du coup elle me dit que mes posts ont potentiellement un peu changé leur vie, leur quotidien. Ça c'est quand même dingue, quoi. Ouais, c'est gratifiant. Ouais, super gratifiant, ouais. T'as le sentiment que les choses évoluent? Oui, doucement. T'es confiant? Oui, je suis confiant parce qu'il y a quand même une génération de pères, je pense, mais c'est pareil, tu vois, c'est qu'il faut pas tomber dans une sorte d'extrême où on va glorifier les pères parce qu'ils changent 3 couches. C'est paradoxal, c'est que à la fois je pense que c'est bien d'en parler, il faut mettre ça en valeur pour inciter d'autres pères à le faire. En même temps, tu vois, moi je me suis retrouvé confronté à ça, c'est que j'ai des mamans qui sont venues me parler en me disant ouais, nous on fait ça depuis la nuit des temps, personne nous dit rien, alors que vous, tu vois, un père qui change 3 couches, on va dire que c'est un héros, quoi. Donc c'était toujours dans ce truc de dire oui, faut mettre en avant, et en même temps avec une sorte de pudeur aussi, de dire bon, ok, c'est cool. Mais ça devrait être le standard. Ça devrait être le standard, et n'oublions pas que ça reste, même quand les pères s'impliquent, ça reste quand même très inégalitaire, on le voit dans les chiffres, quoi. Donc tu vois. Il y a encore du chemin. Ouais, il y a encore du chemin, ouais. Alexandre, tu occupes un job à plein temps, tu nous l'as dit, tu es auteur, donc tu partages au quotidien ta vie de papa auprès de ta communauté, tu es très investi dans ta vie de famille, on l'aura compris. Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui de réussir à trouver un équilibre qui t'accomplit au mieux au regard de ce contexte protéiforme, ou est-ce que tu as quand même ce sentiment d'être un peu tout le temps débordé, pris de court, manqué de temps? Je suis tout le temps un peu débordé, mais je crois que je le veux aussi, quoi. Moi, je suis un hyperactif, je ne sais pas me reposer. Tu vois, tu peux demander à Marianne, je suis jamais assis à rien faire. Jamais, même en vacances. Et pour moi, c'est que c'est une anomalie, tu vois. Ouais. Donc, si je suis pas en train de réfléchir au prochain livre, je suis en train d'un truc. Si je suis pas en train de faire un tableau Excel, je suis en train de m'occuper de jouer avec mes enfants. Je suis toujours en train de faire quelque chose. Donc, je pense que c'est ma nature. Et que finalement, avoir 1000 activités, ça me convient bien, quoi. T'as jamais de coup de moins bien, là, justement, d'être un peu si, dans cette ça m'arrive. Ça décroche pas? Ça m'arrive comme tout le monde, mais je rebondis assez rapidement. Et je pense que le sport et la course m'aident à trouver un équilibre. C'est un peu le ciment de tout ça. Tu vois, quand je vais courir, et je pense qu'on en reparlera, mais quand je vais courir, je pense plus à rien. Et c'est 1 heure où je cours. Je transpire, je cours, et je reviens et je peux passer à autre chose. C'est mes moments de coupure, la course, où vraiment je pense à rien. C'est la question que j'allais te poser là. Dans ton quotidien, elle trouve quelle place aujourd'hui? Quelle place t'arrives à lui laisser? Est-ce que tu sacralises en fait ces moments-là? Ah oui. Si je cours pas, moi je fais 4-5 jours de sport par semaine. Il y a de la course à chaque fois dedans. Si j'ai une semaine où je cours pas, non, c'est problématique pour moi. Hein. Ouais. Comment tu fais pour l'organiser? C'est plutôt le matin, le soir? Comment est-ce que tu mets tout ça? Midi en télétravail. Okay. Et week-end avec les enfants. Est-ce que tu as des conseils pour réussir à l'intégrer aussi à ta vie de famille, pour préserver l'équilibre? Je sais que parfois tu partages avec tes enfants notamment. Ouais, on pose beaucoup la question. Déjà, je pense que quand on a la volonté réelle, on trouve toujours un peu de temps. On se donne beaucoup d'excuses pour pas faire du sport. Après, je suis pas dans la situation de chacun, donc je sais que ça peut être compliqué, mais je pense que si on a une réelle volonté, et puis surtout une fois qu'on a commencé et qu'on mesure les bénéfices, ils sont tellement énormes en fait que voilà. Et typiquement, moi j'ai beaucoup de jeunes parents qui me disent oui, mais moi comment faire avec mes enfants et tout. Tu prends la poussette. Et t'as pas besoin d'avoir une poussette de compète. Hein. Alors aujourd'hui, j'ai la chance, Cybex m'envoie une super poussette de compète, mais ça fait 5 ans que je cours avec la yo-yo, qui est quand même une poussette de ville avec des toutes petites roues, et ça m'a jamais empêché de courir. Et je cours avec ma fille depuis qu'elle est née. Donc maintenant, c'est plus Swan un peu qui a pris le relais. Et tous les week-ends, je cours avec mes enfants, parce que moi, ça me fait courir, parce que je leur partage ma passion de la course, parce que eux, ça les fait prendre l'air. Et je peux te dire le nombre de siestes que je leur ai fait faire en courant, c'est inimaginable. Hein. Très efficace. C'est super efficace. Et aujourd'hui, alors Swan ne fait plus trop la sieste quand je cours, il adore ça.
Il adore ça, il prend sa petite compote, son petit truc, et puis du coup, il voit, et je cours dans la nature en bord de Marne, là. Il regarde les bateaux, il regarde les arbres, les trucs, puis on discute ensemble, et ça nous fait un moment père-fils, et puis avant père-fille. Mais même Ambre, tu vois, par exemple, mes parents, ils habitent aussi en bord de Marne, mais un peu plus loin. Marianne, elle y va en voiture, avec soit nous Ambre, moi j'y vais en courant. Ok. Je prends un des deux en courant, et c'est pas très long, j'ai 7-8 km. Qui arrive le premier? Figure-toi que ça m'arrive d'être moi. Ok. Parce qu'en fait, tu peux avoir des embouteillages, des feux, des trucs. Alors, en poussette, un peu plus compliqué. Par contre, je me suis mis des challenges où elle prenait les deux petits en voiture, moi en course. Et tu vois, je tapais du 3,50, 3,55 au kilomètre sur 7-8 km. C'est rapide, hein. Ouais. Une voiture, peu que tu aies des stops, des feux, le temps de se garer et tout. T'as tes chances. Il m'est arrivé d'arriver avant elle, ouais. J'ai vu dans une des vidéos Harmonie Mutuelle qui te posait la question de pourquoi tu cours, une question fondamentale. Je t'ai entendu dire que tu tenais à montrer l'exemple à tes enfants. C'est quoi l'envie, qu'est-ce que tu voudrais leur transmettre? Ah bah plein de choses, tu vois, ça va être déjà qu'en fait que le sport c'est bon pour la santé, c'est prouvé, tu vois, scientifiquement. Faire du sport, ça maintient en forme. C'est une chose toute bête, hein, mais et Ambre est vachement dans cette thématique de comment être en bonne santé, papa. Tu vois, elle me dit, moi, c'est des trucs, elle a 5 ans, donc elle commence à, tu vois, la mort, tout ça, donc elle me dit, moi, je veux pas mourir jeune et tout, donc tu vois, je veux dire, bah, tu vois, le fait de sport, en fait, ça te maintient en bonne santé plus longtemps, tu vas vivre plus longtemps. Tu vois, moi, aujourd'hui, je fais aussi du sport pour être là avec vous le plus longtemps possible, en bonne santé, en forme, pour m'occuper de vous. Donc ça, c'est un truc vraiment un peu physique, quoi, physiologique. Après, ça va être les valeurs du sport, de dépassement de soi, de se dire, en fait, de dépassement de soi et puis d'humilité. Et je pense qu'elle l'a vu quand j'ai fini le marathon, où j'étais vraiment dans un sale état. J'ai pas atteint mon objectif. Et tu vois, je lui ai dit, Ambre, en fait, l'important, tu vois, c'est de tout donner. Et de donner le meilleur de soi-même. Et si tu voulais être le premier et que t'es pas le premier, et si tu voulais faire tel temps et que tu le réalises pas, mais que t'as donné le meilleur de toi-même et que, en fait, c'est le plus important, quoi. Et de ne pas abandonner. Si tu dois abandonner parce que musculairement tu peux plus, mais tu vois, d'aller jusqu'au bout de toi-même, et la fierté qui en ressort, c'est d'être fier de soi. C'est dur d'être fier de soi aujourd'hui parce que tu vois, les réseaux sociaux nous envoient tellement de choses, d'images, de gens parfaits, de trucs. Puis toi, tu te regardes dans la glace, t'as tes cernes, t'es éclaté, tes trucs. Dans le sport, je pense que tu peux trouver un système de récompense qui est très facile et tu peux progresser très vite. Notamment si tu pars de rien. C'est dur de se mettre à la course à pied, je pense, quand t'as jamais vraiment couru ou quoi. Mais c'est assez vite gratifiant ensuite. C'est super gratifiant, tu te sens progresser. Tu vois, moi, je le vois quand je suis en prépa. Les fractionnés au début, tu fais un 10 x 400, c'est l'enfer, t'as du mal truc. À la fin de ma prépa, juste avant le semi, je pense, où j'étais vraiment un peu mon pic de forme, j'ai enchaîné, je faisais des 10 x 800, j'ai fait un 20 x 400, tu vois, j'étais même pas fatigué, quoi, limite. Donc tu te rappelles, au sortir des fêtes de Noël, j'avais mangé comme un cochon. En plus, avant, on était en Namibie, où bon, j'avais essayé de courir, mais c'est quand même pas l'idéal. J'avais été malade tout le mois de novembre, donc j'avais un état de forme vraiment pourrave, et j'avais le semi et le marathon qui arrivait après, donc là je me suis dit putain, va falloir quand même te bouger un petit peu. Donc je me rappelle très bien de ma première sortie de janvier, une cata, j'étais en sueur, j'avais l'impression de suinter le foie gras, tu vois. Donc je pense que j'avais dû faire 10 km, j'avais dû mettre au bout de ta vie. Au bout de ma vie, je crois que j'avais même fini en marchant tellement j'en pouvais plus. 2 mois plus tard, j'enchaînais, je faisais un 20 x 400, quoi. Donc en fait, t'es content, quoi. Toi, t'es fier de toi, tu te dis putain, puis ça vaut le coup de pas lâcher. Ouais. Ça vaut le coup de pas lâcher, puis tu le sens dans ton corps, quoi. Tu te sens bien. Est-ce que tes enfants, j'y pense, te demandent à chaque fois si t'as gagné la course? En tout cas, moi je sais que j'ai la question souvent, alors je réponds oui à chaque fois. Parce que, oui. Voilà. Bah oui, ils me demandent, oui. Ouais. Donc bah oui, pas parce que je suis premier. Non, puis je viens avec une médaille à chaque fois, donc tu vois. Ouais. Mais gagner la course, c'est ça, c'est bah oui, j'ai la médaille, donc voilà. Est-ce que toi aussi, j'imagine que oui, tu fais en sorte que Marianne puisse s'accomplir aussi dans ses projets, se dégager du temps? Toi, t'as la course à pied. Est-ce qu'elle a aussi de la place pour s'accomplir, donc peut-être dans la course ou dans d'autres alors loisirs? c'est le cheval, ouais. Mais du coup, c'est plus compliqué que moi parce qu'en fait, son cheval, il est à Fontainebleau, c'est super loin. Alors que moi, j'en fais de mes baskets, tu vois, je cours où je veux en fait. Donc elle, c'est vraiment c'est l'équitation, elle adore ça. Et je pense que c'est difficile pour elle parce que comme on a une vie de fou avec les enfants, elle a pas beaucoup de temps et je pense que ça lui manque.
Et que quand, tu vois, on aura un peu plus de temps pour nous, que les enfants seront peut-être un peu plus grands, quoi, elle pourra s'y remettre. Mais tu vois, avant d'avoir Ambre, elle y allait tous les week-ends. En plus, elle a son cheval à elle. Et puis, tu vois, quand il fait super moche, enfin, tu vois, faire de l'équitation, c'est pas très agréable, quoi. Donc là, je pense qu'avec le retour des beaux jours, on va aller voir son cheval un peu en famille. Mais pour elle, je sais que c'est une vraie bouffée d'oxygène, tu vois, de partir sur son cheval, tu vois, pendant des heures, tu vois, dans la nature. C'est un peu la même connexion que moi avec la nature quand je vais courir, quoi. Tes moments de course, là, vous essayez de les partager autant que possible en famille. Pour toi, c'est, j'imagine, chouette de les savoir là, idéalement, quand c'est faisable. Ouais, avec Marianne, elle vient me voir de temps en temps dans les courses, mais ça reste ponctuel. Et avec mes enfants, bah oui, encore une fois, comme je te l'ai dit, comme je vais courir avec eux le week-end, je les embarque dans mes aventures. Et je sais qu'à chaque fois qu'ils viennent me voir en course, alors, tu vois, j'aimerais bien qu'un jour ils me voient en pleine forme. Parce que là, la dernière fois qu'ils m'ont vu, c'était au marathon et j'étais vraiment pas... c'était pas très beau à voir, quoi. Ils te le disent ou c'est toi qui... Non, mais c'est moi, j'arrive tout claudiquant et j'étais au 40e kilomètre, j'arrivais même plus à marcher, quoi. Donc je pense que les prochains, je leur dirais, venez me voir au semi, tu vois, genre 12-13e, quand je suis encore en pleine forme, pleine balle. Là, vous verrez papa qui court vite, quoi. On l'a compris, donc la course à pied, c'est un thème qui t'est cher et qui trouve également sa place dans tes livres. Il y a un concept, quand on a eu cet échange préliminaire, que je trouve intéressant, qui était à la fois le côté que cette idée que le coureur à la fois se remplit et se vide quand il pratique la course à pied. Est-ce que tu peux un peu développer cette idée que je trouve intéressante? Ouais, je vais dire ça à un personnage d'ailleurs, c'est dans mon futur roman, celui qui va sortir là. Oui, il va courir en effet au Bois de Boulogne et puis il se pose la question en voyant les autres coureurs, pourquoi est-ce qu'il court? Est-ce qu'il court pour se remplir? Donc tu vois, ça va être se remplir d'énergie, de fierté, comme on l'a dit, d'air frais, tu vois, de contemplation de la nature, ce genre de choses, ou est-ce que c'est pour se libérer, je sais pas moi, de stress, de pensées négatives, tu vois, je pense que et parfois c'est les deux, hein. Mm-hmm. Moi typiquement c'est les deux, ça va être pour un peu me décharger, tu vois, de toute la tension accumulée via toutes les activités que j'ai, l'énervement que je peux avoir par rapport aux enfants parfois. Et puis ça va être de me remplir, tu vois, d'oxygène, de ciel, de soleil, de tout ça, quoi. Ça éclaire aussi, moi je trouve ça apporte des réponses à des questions dont on trouve pas forcément. Ça permet de faire un petit pas de côté aussi pour déverrouiller des choses, je trouve. Complètement. Tu vois, je vais être bloqué sur un livre, par exemple, je vais courir, il m'arrive d'avoir le déclic en courant sans même vraiment y penser, ou alors quand je reviens, je me dis, mais oui, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ouais. Et mon père me l'a souvent dit, ça. Il m'a dit que lui, il allait pas mal courir quand il avait des questions ou des problèmes en tête et que la course l'aidait à les résoudre. Ouais, moi j'ai ça aussi. Merci beaucoup Alexandre. On va passer à notre rubrique du questionnaire de Proust. J'ai 3 questions pour toi. La première d'entre elles, la personne vivante que tu admires le plus. Genre, c'est difficile à répondre, mais ça va peut-être être un petit peu bateau, mais je pense que c'est mes parents en fait. Pour deux raisons différentes. C'est que mon père, parce qu'il a commencé tout en bas de l'échelle dans son entreprise et qu'il a réussi à grimper presque tout en haut pour nous en fait, juste pour nous. Alors je pense pour lui aussi parce qu'il avait une sorte de fierté de réussir et tout, mais tu vois, son objectif ça a toujours été de nous mettre à l'abri du besoin, de nous offrir, de nous donner toutes les chances possibles, tu vois, de réussir en galérant moins que lui. Comme il a commencé tout en bas, c'est plus facile de commencer en étant déjà au milieu en fait. Et ma mère qui, comme lui, travaillait beaucoup, nous a beaucoup géré à la maison. Et aujourd'hui, ayant 2 enfants qui ont le même écart que j'avais avec celui que j'avais avec ma sœur, tu vois, tous ces mercredis à nous les dédiait, tous les soirs à s'occuper de nous et tout, je me dis ouah quoi, tu vois. Et j'ai pas le souvenir d'une moindre violence, que ce soit physique ou verbale, de toute ma vie, de toute mon enfance quoi. C'est pas facile, tu vois, tout ça. Donc en fait, ouais, mes parents, quoi. Ouais. Deuxième question pour toi, le moment de ta vie où tu as été le plus heureux jusqu'ici. Pas facile d'en choisir un aussi. Moi, j'en ai... Les moments qui te rendent heureux, en tout cas. Non, mais j'en ai 3. Okay. Ça va être mon mariage, parce que c'est quand même un truc de dingue. Tu vois, on avait toutes nos familles, tous nos amis qui étaient là, et puis de voir Marianne qui arrive dans l'allée, ça c'est une vision que j'oublierai jamais. Tu vois, sous le soleil en plus de Toulon, il y avait la mer derrière et tout. J'oublierai jamais. Et après la naissance de mes 2 enfants. Voilà. Je peux pas faire une hiérarchie parmi ces 3 moments. Impossible, je suis d'accord. Dernière question de ce questionnaire de Proust. Tu pouvais choisir un super pouvoir, lequel serait-il et comment l'utiliserais-tu? Arrêter le temps, parce qu'en fait, mes journées sont trop courtes. Donc tu vois, je pense que j'arrêterai le temps 2-3 heures. J'écris mon bouquin.
Tu vois, je fais pause, j'écris tranquille, sans bruit, sans rien, au calme. Et hop, je remets et je retourne à mes activités. Pas mal. Ouais. Moi, j'avais ralentir le temps, moi, comme dans les options que j'aime bien aussi. Ouais, bon, voilà. Pour moi, j'aimerais bien aussi. Ouais. Merci beaucoup, Alexandre. Le moment est venu de parler de ta course épique, donc l'Harmonie Mutuelle Summit Paris. Je vais en planter le décor très brièvement et parler plus spécifiquement de l'édition 2024, qui était la 32e du nom, à laquelle tu as donc pris part le 3 mars dernier. Cette Harmonie Mutuelle Summit Paris permet aux adeptes de course à pied de s'offrir une belle balade dans les quartiers les plus appréciés de l'Est parisien, entre ville et nature. Au départ du boulevard Saint-Germain, les 48 170 participants cette année longent les quais de Seine en passant notamment devant les jardins des plantes et la bibliothèque François Mitterrand, puis prennent la direction du bois de Vincennes avec un passage obligé devant son célèbre château sur la droite. Les coureurs traversent ensuite le quartier de Ménil, puis les quais de Seine, avant d'emprunter la rue de Rivoli en direction de la majestueuse place de la Bastille. Avant ça, il y a eu Percy, tu nous en parleras, ça n'a pas été forcément ton meilleur moment sur la course. Voilà, et ensuite, donc, c'est les derniers efforts avant de franchir la ligne d'arrivée, après 21,0975 km d'efforts et de plaisir, souhaitons-le quand même, en tout cas il y en a forcément. Également, le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques a choisi de labelliser Grande Cause Nationale 2024. Tu sais, c'est faire 30 minutes d'activité par jour, c'est important. Et donc voilà, cette Harmonie Mutuelle Summit Paris a été labellisée pour l'occasion afin de promouvoir la pratique d'une activité physique et sportive quotidienne. Voilà ce qu'il faut avoir en tête sur ta course épique aujourd'hui que tu vas partager avec nous, Alexandre. Avant ça, c'est le moment qui fâche, c'est la question qui pique de course épique. Donc j'ai 3 questions pour toi. C'est une forme de QCM autour des chiffres clés du Harmonie Mutuelle Summit Paris. Donc il y a des réponses qui devraient te permettre assez facilement de te rendre compte qu'elles sont délibérément complètement à côté de la plaque. Donc ça devrait t'orienter un peu facilement, en tout cas un peu plus facilement sur les bonnes réponses. Je vais donner à chaque fois un chiffre et il faudra que tu me dises à quoi il correspond. Donc je te donnerai 3 choix pour chacune de ces propositions. 34,5, c'est 1. L'âge moyen des participants. 2. La pointure moyenne des coureurs de ce Harmonie Mutuelle Summit Paris. Ou c'est le pourcentage de femmes inscrites sur la course. Âge moyen, pointure, pourcentage de femmes. J'hésite entre le 1 et les femmes. Oh la vache. Indice, les femmes c'était 37% en 2023. Donc est-ce que ça a été plus ou moins cette année? Ça peut orienter ta réponse. Bon, vas-y, 1, l'âge. Bravo. Yes. Bonne réponse. 41% de femmes cette année. C'est une belle progression, 4%, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. 10% en plus que l'année dernière. 43%. C'est le pourcentage de coureurs qui couraient pour la première fois la distance semi-marathon à cette occasion. C'est le pourcentage de finishers ou c'est le pourcentage de la pente en ressenti qui mène à la place Félix Eboué au kilomètre 15. Ouais, troisième réponse. Non, je rigole. Non, attends, c'est quoi la première, c'est le pourcentage de coureurs qui couraient pour la première fois c'est ça. semi. Ouais, exactement. Bravo. C'est beaucoup, hein. Je peux dire que 4 personnes sur 10 font le vivre pour la première fois. Ouais. Bravo. T'es à 2 sur 2 là, si j'ai bien compté. Ouais. Franchement, t'es fort. Dernière question. 114. C'est en mètres le dénivelé total de la course. C'est le nombre de nationalités différentes qui étaient présentes sur ce Harmonie Mutuelle Summit Paris, ou c'est le total de kilos de textiles qui ont été collectés dans les sas de départ. Non, elle est dure celle-là. Elle est dure. Oh là là, putain, j'avoue. En nationalité, ça me paraît quand même trop. C'est quoi les deux autres? C'est le dénivelé total de la course, ou c'est le nombre de kilos de textiles collectés dans les sas de départ. Troisième. Non, c'est dit. C'était les nationalités. Figure-toi. Ouais, 114. C'est beaucoup, hein. Je sais pas combien il y en a dans le monde, alors 190 ou 200 ouais, peut-être, 190, un truc comme ça, ouais. C'est beaucoup, ça me paraissait trop. Ouais. Ah ouais. Et pour ce qui est des textiles, c'est 2 tonnes, donc tu vois, c'est plus que les 114, et le dénivelé, c'est un peu moins, c'est 80 mètres. Voilà. Ouais, ok. Écoute, bravo. Franchement, on savait que tu étais doué pour les lettres, c'était aussi pas mal doué pour les chiffres, donc je sais pas si tu as déjà pensé à participer à déchiffrer des lettres, non? Alors j'ai regardé, parce que j'avais un peu anticipé cette vanne, j'ai regardé les chiffres, c'est la 53e saison de ce jeu. Le nombre d'épisodes, dis-moi au feeling, là, un nombre d'épisodes. Je sais même pas. C'est quoi, c'est tous les jours? Ouais, je crois. Il y en a 12 000. 12 000 épisodes de déchiffrer des lettres. Si tu veux te faire l'intégrale, il y a de quoi t'occuper un petit moment. Ça a démarré dans les années 60. Jusqu'à ma mort. Ouais. Merci beaucoup, Alexandre. Bravo, tu t'en es très bien sorti. En tout cas, la question n'a pas trop piqué pour toi. Je voulais qu'on parle donc de cette Harmonie Mutuelle Summit Paris. Comment est-ce qu'elle est née, cette envie là de renouer avec le Summit? Tu avais déjà participé très tôt. C'est un des formats que tu as exploré très vite. Qu'est-ce qui t'a fait envie? Puis peut-être en profiter pour nous dire ta relation avec Harmonie Mutuelle aussi, comment tu les as rencontrés? Eh ben, écoute, figure-toi, c'est Harmonie qui m'ont contacté en me proposant de recourir le semi. Je ne sais pas s'ils savaient que j'avais couru à l'époque ou pas, mais du coup, moi, ça m'a fait super plaisir parce que c'est une course que vraiment j'adore. J'adore la distance, j'adore l'ambiance, j'adore tout. J'en avais gardé un super souvenir. Et donc, à peine m'ont-ils fait la proposition que je me suis dit, ok, banco, je le cours et faut que je fasse un meilleur temps que ce que j'avais fait la dernière fois. Donc c'était il y a 9 ans, quoi. 1h36. C'était battre l'ancien moi. Tu vois. Voilà, c'était aussi simple que ça.
La préparation, donc, tu me l'as dit, elle n'a pas été optimale, en tout cas toute la phase amont, la phase de fin d'année. Est-ce que tu as réussi derrière à réenclencher un peu les choses sur janvier, février, début mars? Il y avait aussi, je pense, ton projet de bouquin qui se télescopait pour en rajouter encore un peu plus sur tes épaules. Est-ce que tu as fait la prépa que tu voulais globalement? Oui, et puis alors elle se mélangeait aussi avec... c'est compliqué quand tu enchaînes semi et marathon, parce que tu sais jamais trop comment te situer entre les distances très longues qu'il faut en même temps le semi. Moi je voulais pas y aller en touriste, en me disant, tu vois, j'en ai discuté avec des mecs qui disaient, bah moi ça se met dans ma prépa marathon, donc je fais tel temps, ou même je vais m'arrêter au 15e ou au 16e, parce que dans ma prépa marathon c'est ça. Moi non, c'était... si j'y vais, je le joue. Ouais, je le joue en fait, je veux le faire. Et ouais, comme tu le dis, c'est compliqué parce que souvent en fait, il faut que je rende mes manuscrits mois de mars. Donc du coup, en fait, je suis dans la dernière préparation du manuscrit, plus le boulot, plus les enfants, plus courir, on va se le dire, au mois de janvier et février. C'est pas les mois les plus sympas quand même pour s'entraîner. Surtout là cette année où il a fait quand même très moche. Donc tu vois, t'es chez toi et dehors, il fait 5 degrés et il pleut. Faut quand même trouver la motive, quoi. Ouais. On a eu de la chance sur la course, ceci dit. On a eu de la chance sur la course. Beaucoup de chance. On a eu de la chance sur la course. Mais le temps m'a jamais... Les conditions météo, ouais. M'ont jamais... Je crois, sauf une fois où il faisait vraiment trop moche. J'ai fait, laisse tomber. Rideau. Voilà. Mais c'est vrai que dans mon quotidien, c'est difficile de me faire des vrais prépas, quoi. Pour autant, j'ai quand même réussi à bien m'entraîner. Donc, non, j'y suis allé. Franchement, je pouvais pas m'entraîner plus que ce que j'ai fait, vu mes conditions de vie, quoi. T'intègres aussi du renforcement, on a parlé de course à pied, mais le renfort, c'est aussi important. Tu arrives à trouver la motivation pour ça? Bah, c'est ce que moi j'adore, parce que tu vois, voilà, en plus des autres sports que j'ai fait pas mal de boxe aussi, en fait, j'en ai pas parlé, mais un peu plus tard, et de muscu, et donc j'adore ça. Tu vois, j'adore faire j'adore les pompes, j'adore faire des tractions, tu vois, j'adore faire du TRX, j'adore le gainage et tout, j'aime bien me sentir... Pour moi, c'est très complémentaire, quoi. Je peux pas me contenter juste de courir. En fait, j'ai une physionomie qui fait que si je ne fais pas de renfort, je perds du poids. Ok. Tu vois, genre si je fais pas de sport et que je mange beaucoup, je vais pas grossir, je vais perdre du poids parce qu'en fait, soit j'ai du muscle, soit j'ai rien, quoi. Je prends pas de gras, jamais. Donc les gens vont me dire, ah, il se la pète et tout, mais c'est chiant en fait, parce que je maigris vite. Okay. Donc en fait, j'ai pas le choix que de faire du renfort pour me sentir bien dans ma peau. Donc je fais, tu vois, mes séances, souvent, c'est classiquement, bah hier, c'est ce que j'ai fait, tu vois, c'est que je vais aller courir, je sais pas, 45 minutes, et ensuite j'enchaîne avec 45 minutes de renfort. Donc ça me fait une séance d'1h30 où j'ai fait un truc bien complet, quoi, puis je me sens bien. Tu prends du plaisir en soi dans la préparation, ou elle a de sens que parce qu'elle projette sur un objectif? Non, dans l'ensemble, je prends du plaisir, vraiment. Après, tu as des séances qui sont plus dures que d'autres. Tu vois, tu as des séances de seuil, ou des séances de fractionné, des trucs où tu vois, tu vas te faire une séance de fractionné au stade sous la pluie. Le début est dur. Ensuite, une fois que tu es dans ta course, ok, tu vois, tu commences à avoir les hormones et tout, donc ça va mieux. Et puis à la fin, tu es content parce que tu l'as fait. À 85%, 90%, c'est du plaisir, et tu as 10% qui sont un peu plus relous, quoi. Puis il y a des semaines où j'étais fatigué, vraiment fatigué. Je pense que j'ai un peu trop poussé. J'ai fait une sortie longue. Toi, tu fais une sortie longue. Ça, c'était un peu dans l'optique marathon. Donc, tu te fais un truc, tu cours 2h30. La veille, j'avais fait un fractionné. Le lendemain, j'ai fait du renfort, je crois, monter d'escalier et tout. Au moment, mon corps, il m'a dit, là, calme-toi un peu, quoi. Donc, je reviens sur ton objectif. C'était donc faire mieux que ton toi de l'époque. C'était en termes de chiffres, moins d'1h35, ça t'allait? À partir du moment où c'était... Je voulais faire moins d'1h35. Ok. Ouais. Ça y est, Alexandre, on est le dimanche 3 mars 2024. Tu t'es pas rendu compte qu'on était parti dans la machine à remonter le temps. Comment est-ce que tu te sens habituellement sur une ligne de départ? Est-ce que peut y avoir de la place pour un peu de nervosité, ou tu es plutôt dans l'impatience et tu as envie que ça parte? Les deux. Un peu de nervosité et beaucoup d'impatience. Les jambes qui trépignent. Cette année, j'ai eu un petit problème de pipi. Ouais. Ça va un peu, mais je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu envie de faire pipi tout le temps. Donc en fait, avant de partir, j'ai pause technique plusieurs fois. Mais plein. Donc j'avais de la chance de courir avec les équipes Harmonie. Donc en fait, on avait un petit resto et tout trop sympa avec des toilettes et tout. Donc j'y suis allé, je sais pas combien de fois. J'y suis allé, tu sais, dans les urinoirs là à côté, mais franchement, 5 minutes avant la course. Le top départ est donné. Je commence à courir. Envie de faire pipi. Et là, je me suis dit, c'est un cauchemar. On va me faire 21 km. C'est quoi cette vessie? Mais oui, c'est quoi cette vessie, quoi? Franchement, ça me l'a jamais fait un truc pareil. Donc non, vraiment pénible. T'as parfois un peu d'appréhension ou en tout cas d'interrogation sur une course comme celle-là? Est-ce que t'as des questions où t'es vraiment très serein, tu te dis que tout va aller, ou parfois là, j'étais confiant. Ouais. Vu la prépa, la première fois que je l'ai couru, le semi, donc il y a 2000, je connaissais pas la distance. Je l'avais sous-estimé, et au 16e, j'avais explosé. Pas la fois où j'ai fait une 36, la fois où j'ai fait
crois que j'ai fait une 50, un truc comme ça. Et j'avais explosé. Grosse douleur au genou. En plus, c'était une côte à l'époque. Mais c'était pas le même parcours. Mais t'avais quand même une côte vers le 16e. Et j'avais explosé. Je m'en souviens très bien, exactement de l'endroit. Je me souviens d'un arbre où je m'étais arrêté. Je m'étais presque adossé à l'arbre. Genre, j'en pouvais plus, quoi. J'avais vraiment sous-estimé la distance. Mais là, la distance, je la maîtrisais, en fait, complètement. Donc, j'étais assez serein. Trop serein. On va comprendre après pourquoi, mais j'étais un peu trop serein. Est-ce que tu peux nous parler de ton début de course? Est-ce que tu arrives à tenir l'allure cible que tu t'es donnée? Plus rapide, trop confiant. Tu regardes beaucoup, tu checkes tous les kilomètres à peu près où t'en es? Je checkais. Je peux pas te dire, mais je checkais régulièrement l'allure. Ouais, je suis parti entre 4,15 et 4,20. Donc un peu plus rapide, tu vois. En fait, je m'étais pas vraiment fixé de temps. Je voulais juste faire moins d'une 35. Après, je m'étais dit, il y a de là, on verra, quoi. Et je crois que le début, je suis entre 4,15 et 4,20. Et après, je suis rentré un peu plus dans le rang autour de 4,20, 4,25. Et ce qui m'a foutu un peu mal, c'est ma pause pipi dans le bois de Vincennes, où j'ai vraiment dû m'arrêter. Et elle m'a pris une éternité, parce que va savoir pourquoi j'ai encore la vessie pleine alors que j'avais fait plein de fois pipi. Et là, je me suis arrêté une bonne minute. Hein. Et puis revenir dans le rang quand tu t'es arrêté, tu vois, tu étais chaud. Donc là, j'étais un peu moins... Donc j'ai réussi à me remettre dedans. Mais déjà, ça m'a fait perdre facile une bonne minute. Donc ça m'a quand même bien gonflé, quoi. Et puis pareil, faut quand même se remettre dans la course, quoi. Un peu relou. Comment tu arrives à repartir la deuxième moitié de la course? Tu te rends compte que ça va peut-être être un peu difficile de tenir l'allure que tu t'es fixée? Ouais, parce qu'en fait, j'ai l'impression de tenir mon allure et en fait, en regardant mon chrono, je suis de plus en plus lent. Donc bon. Tu le ressens ou c'est parce que non, te le dit? c'est le chrono qui me le dit. Moi, j'ai l'impression d'aller à la même vitesse, puis en fait, je vais plus à la même vitesse. Là, la première côte, un peu après la sortie du bois de Vincennes, je sais plus trop où. Kilomètre 15. Ouais, là, il y a une première côte qui m'emmerde un peu, mais qui emmerde pas mal de coureurs parce que je vois que tout le monde ralentit un peu. Donc là, je perds un peu mon allure et j'ai du mal à la retrouver après. Donc là, tu vois, j'ai dû monter à 4,32, 33, un truc comme ça. Ça te frustre ou pas? Ouais, ça me gonfle un peu parce que je pensais que j'étais mieux que... Enfin, tu as vu la prépa que j'avais, comme j'avais mixé des très longues distances pour le marathon, pas mal de fractionnés et tout, je pensais que je serais vraiment très à l'aise. Et en fait, je suis un peu frustré quand même. Et après, je me souviens qu'on arrive sur les quais, que là, ça descend un peu, puis ça remonte. Et là, on doit être vers le 17-18, un truc comme ça. Et là, gros coup de barre. Gros coup de barre. Et on doit être vers le 18, je crois. Ouais, kilomètre 17, Bercy. Ouais, Bercy. Et là, je me dis, on lui dit pas Bercy. Qu'est-ce qui t'arrive? Parce que je sens que j'ai la tête qui tourne. Et le cœur qui commence à faire des trucs chelous. Ce qui est inhabituel, t'as jamais ressenti ça? Ça m'a jamais fait ça. Et donc là, je me dis, est-ce que je suis en train de me faire une crise cardiaque ou un truc comme ça, tu vois? Donc je panique un peu. Donc je ralentis franchement. Là, je me mets en mode vraiment footing. Et ça passe. Donc je réaccélère doucement et après je comprends qu'on est déjà au 20e, un truc comme ça, au 19-20. Et là je me dis là, comme ça s'est passé en fait, je réaccélère. T'as une idée de ce que ça peut être? Une espèce d'hypo Une sorte d'hypo. Ouais. Je pense que j'ai eu une petite hypo, parce que ça ressemble quand même vachement à ça, quoi. Tu vois, un gros coup de barre, quoi, qui se manifeste de plusieurs façons. Ouais, trouble de la vue et tout ça. Ouais, c'est ça, trouble de la vue, puis tu vacilles un peu, tu vois. Et je me demande si j'ai pas pris un petit gel à ce moment-là. Je crois qu'il me restait un gel, j'ai dû me prendre un petit gel. Et c'est ça qui a dû faire passer le truc rapidement aussi. Je crois que j'ai pris un gel. On a notre explication, je pense, avec l'hypo là. Ouais. Et donc j'avais même pas pensé, tu vois, mais du coup, je suis quasiment sûr que j'ai pris un gel à ce moment-là, que c'est passé. Et du coup, j'arrive à la fin, et là, je me fais un petit plaisir, je me fais un sprint du 20 jusqu'à la fin. Je me fais une vraie accélération, que je dépasse plein de monde, sans regarder mon temps, parce que je sais pas où j'en suis. Et du coup, je vois à la fin, je vois une 33, donc là, je fais ok, c'est cool, tu vois, j'ai atteint, un peu déçu. Parce que je voulais quand même faire moins, mais j'ai atteint mon objectif. Puis après, je me dis, t'enlèves la pause pipi, t'enlèves le truc, le machin, t'es à une 32, une 31, puis tu reviendras l'année prochaine et tu feras mieux. Voilà, tu vois, ce qui t'a déçu, c'est quoi? C'est pas avoir réussi à maintenir l'allure pendant que tu t'avais en tête? Ça a été mon coup de barre qui m'a saoulé. Le deuxième coup de barre au 18, qui est plus qu'un coup de barre, qui est un vrai flanchissement qui m'a saoulé. La gestion de mon pipi qui m'a vraiment... Tu vois, t'arrêter dans le bois comme ça, c'est absurde, quoi. Enfin, ça m'a saoulé. Donc je suis content du temps parce que j'ai fait mieux qu'en 2014. Donc c'est-à-dire que tu vois, j'ai beau prendre de l'âge, mine de rien, j'arrive quand même à garder un bon état de forme. Donc ça, c'est cool. Mais tu vois, j'avais fini la ligne, je me suis dit, ok, je reviendrai et je ferai mieux. Mais c'est vrai qu'il y a ce message-là de te dire que 10 ans après, entre-temps, ta situation a bien changé, c'est plus compliqué de te préparer. Enfin, tu vois, t'as pris de l'âge et que t'arrives finalement... Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est quand même la satisfaction, quoi. Mais pour moi, il n'y a pas de fatalité. C'est que, sauf passer un certain âge où vraiment, en effet, d'accord. Mais en fait, si tu t'entraînes et que tu te maintiens... Il n'y a pas de raison, quoi.
Moi, j'ai battu mon RP aussi sur cette harmonie mutuelle semi-pareil, tu vois. Ah bah, tu vois. Et j'avais cette satisfaction en soi, le temps, c'est à chaque fois, enfin, je le dis tout le temps dans le podcast, puis on en a parlé là, c'est une appréciation relative, tu vois. Faut pas l'apprécier en valeur absolue, mais de se dire que, tu vois, ça fait des semis, j'ai dû en faire 25 ou 30, de se dire que tu arrives à faire un RP, tu vois. Bien sûr. Après les années, c'est toujours chouette, hein. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est des petites satisfactions, malgré tout, du plaisir de la course. Est-ce que ça t'amène à te poser des questions sur le marathon, qui est aussi donc le coup d'après, l'objectif d'après? Est-ce que tu te dis que c'est pas tout à fait les meilleures dispositions? Il y a un petit peu de doute lié à ça? Oui, gros doute. Gros doute parce que je pensais finir tranquille. Et comme j'ai pas fini tranquille, je me suis dit, mec, là, si t'étais en marathon, faudrait te retaper la distance. Certes, pas à la même allure, mais quand même, t'es pas très près. T'es moins près que ce que tu pensais. Et ça s'est confirmé. Et ça t'a fait ajuster quand même la suite de ta prépa, ou qu'est-ce que t'as tiré comme enseignement? Ouais, ça m'a... Je me suis dit, il faut que tu fasses des distances longues. Tu vois, des sorties longues, des vraies sorties longues, plus. J'en ai fait, mais bon, ça n'a pas suffi. Bon, je l'ai fini, hein, mais vraiment pas en bonne forme, quoi. Donc, bon, voilà. Est-ce que Ambre, Swan et Marianne ont pu suivre ta course? Est-ce qu'elles se manifestaient Ouais, carrément. Bah, tu sais, maintenant, en plus, c'est super, les applis... tu suis les coureurs, c'est quand même génial, c'est quand même génial. Donc en fait, ce qui est super drôle, c'est quand tu arrives à l'arrivée et que tu déplies les WhatsApp familiaux. Où en fait, ils écrivent, bon là il est parti, là il en est là, j'ai regardé son temps, mon beau-frère il adore les trucs comme ça, il est ingénieur donc il adore ça. Donc il dit ah ouais là il est bien, là il maintient son allure, ah, tiens là je l'ai vu ralentir, qu'est-ce qui s'est passé? 4,17% plus rapide que sur le tronçon précédent de la même distance. C'est marrant je trouve de découvrir a posteriori les échanges familiaux sur ta course, quoi. Moi, j'y pense quand je cours, qu'il y a des gens qui suivent sur le suivi live et tout. Je trouve que c'est aussi une motivation de savoir qu'il y a des gens. Ouais, je suis d'accord. Globalement, tout le monde fait autre chose, hein, mais il y a quand même quelques personnes qui viennent picorer, regardent un peu de temps en temps ce qui se passe. Et c'est chouette de savoir ça aussi. Je trouve que c'est une motivation. Je suis d'accord. Ouais. On fait aussi un peu pour les autres, par la force des choses. Ouais. L'image que tu retiens de cette harmonie mutuelle, Smith Paris? Bah, moi, j'aime bien. Bon, l'arrivée, c'est toujours. L'arrivée est vraiment sympa. Parce que t'es dans tu vois, une sorte de goulot. Puis après, je me souviens que ça s'élargit d'un coup. Et t'as toute la foule sur le côté. Je sais plus si j'ai un souvenir d'un tapis rouge, je crois, quand t'arrives. Peut-être que j'ai faux, peut-être que je raconte. Il me semble que oui. Mais j'ai souvenir d'un tapis rouge. Et comme je suis arrivé en sprint, c'est cool de passer, de pas être un cadavre, tu vois. Non mais dignité, tu vois. Typiquement, marathon, pas trop de dignité. Semi, je suis arrivé avec dignité, sprint. Donc là, l'arrivée qui est quand même sympa. Et puis avant le départ, comme j'étais avec les équipes Harmonie, vraiment sympa. L'ambiance équipe, tu vois les photos ensemble, même si je connaissais pas trop les gens, très bonne ambiance, donc très sympa. Ouais, parce que Harmonie Mutuelle mobilise un certain nombre de collaborateurs, je crois que c'était 620, donc ça... Ouais, franchement, on était un paquet avant le départ, et puis tout le monde avec les mêmes maillots, puis tu sentais vraiment la bonne ambiance et tout, donc vraiment, vraiment très cool. Ouais. Donc on a compris, ton marathon ensuite, c'est pas passé... exactement comme tu l'imaginais. Je sais pas si tu veux revenir dessus, mais en tout cas le semi, ça reste ta distance de cœur, en tout cas quel bon compromis entre se rentrer dedans et puis en même temps avoir du dépassement et puis du plaisir malgré tout. Ouais, c'est ça. Le marathon c'est long, quoi. C'est vraiment long. Et je vais pas détailler toute la course, mais j'étais plutôt bien jusqu'au 30-35, ça allait. Ouais, c'est ça. Et ensuite, en fait, c'est le bois de Boulogne et il est horrible, quoi. Parce que ça monte, parce que t'es tout seul, t'as plus la foule. Donc là, ça devient vraiment... c'est The Walking Dead. Hein. Non mais t'as les mecs qui vomissent sur le côté, les mecs qui ont les crampes. Et bon, bah moi, j'ai eu une crampe. J'avais de l'énergie, hein. J'avais encore de l'énergie, j'en avais sous le capot. Mais des crampes. Ouais. Des crampes. Les jambes qui voulaient plus avancer, tu vois. Puis quand tu commences à avoir des crampes, ah bah là, pour t'en sortir, bonjour. Donc en fait, j'ai fait 3-4 km, mi-marcher, mi-courir. Je voulais pas m'arrêter totalement, donc j'arrivais un peu à trottiner. C'est pas agréable, quoi, parce que t'es c'est interminable, en fait. Ouais. Tu dis, t'es en temps normal, 3 km, tu les défonces, tu vois. Et là, tu te dis, comment je vais y arriver, quoi, avec mes jambes qui veulent plus suivre. Et tu vois les minutes qui passent, tu vois l'objectif. Et puis c'est là, enfin, tu vois, je voulais faire moins de 3,30 et 3,30, j'étais au 37. Là, tu te dis, bon là là, combien je vais mettre, quoi, tu vois. Puis ce qui me maintenait, c'était ma famille qui m'attendait au 40. Là, coup de boost. Coup de boost. Donc j'ai réussi puis la fin qui descend un peu. Donc j'ai réussi à recourir. Quand je les vois, en fait, ils sont un peu je les vois, ils me redonnent un coup de boost, puis après ça descend un peu. Puis il y a plus de monde aussi. Plus de monde, donc ça te remet un peu dedans, quoi. Mais c'est long. Je pense que c'est trop long pour moi. Puis je suis quand même assez musclé du haut du corps. Donc en fait, je pense que j'ai un poids qui est peut-être un peu trop... Alors, j'en sais rien, tu vois, mais je préfère les courses de un peu plus de puissance.
Tu vois. Et le semi, pour moi, c'est un bon mix entre t'as de la distance, donc t'as quand même le temps de bien t'épuiser, et en même temps, tu peux mettre de la vitesse. Donc pour moi, je pense que c'est avec le 10 km, c'est mes deux. J'aime bien. Distance de cœur. Ouais, j'aime bien. Ouais. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ta course épique aujourd'hui, Alexandre. On va parler un peu de ton avenir. Donc, avant de parler de ton avenir littéraire, tes prochains rendez-vous sportifs, s'il y en a, est-ce que tu as des choses prévues, donc course à pied ou autre, là, sur ton agenda 2024 ? Ouais, là, je récupère tranquillement du marathon qui m'a quand même bien défoncé. Ensuite, je pense que je vais faire tout simplement Odyssea. C'est une course que j'aime bien, tu vois, en plus c'est pour la bonne cause. La bonne cause, cancer du sein, tout ça. Et puis l'année prochaine, semi, écoute, semi, je pense que c'est sûr, je vais refaire le semi. Marathon, non, c'est long quand même, trop long, ça me saoule en fait. Je vais attendre un peu, je pense, avant de le refaire. Le cerveau oublie parfois, hein, tu sais. Oui, sur le coup, je on dit sais, toujours plus jamais. La même chose et puis je la refais. Donc, mais c'est la prépa qui est dure, elle Ouais. est dure. Elle est vraiment, vraiment très dure. Donc je pense que je vais me contenter du semi l'année prochaine. La bonne stratégie, ça peut être de faire des marathons d'automne où tu te prépares quand il fait un peu plus chaud aussi. Peut-être. Le 6 juin, donc date importante pour toi. Qu'est-ce que tu peux nous révéler sur ce livre à venir ? Eh ben, en effet, donc déjà j'ai le temps bleu qui marche super bien, donc qui passe en format poche. Donc ça c'est chouette parce que c'est quasiment un nouveau lancement en fait. Une deuxième vie. Une deuxième vie pour ce livre qui marche vraiment. On arrive aux 10 000 exemplaires, donc ça c'est vraiment chouette pour un premier roman, c'est vraiment cool quoi. Et donc un deuxième roman qui arrive, qui se passe en... Je sais pas ce que je peux en dévoiler ou pas, c'est compliqué. Mais bon, en tout cas, c'est un roman qui parlera d'amour, avec de course à pied un peu, qui parle un petit peu de course à pied, qui parle de réalité virtuelle, de la frontière entre le virtuel et le réel, qui en 2040 serait encore plus poreuse qu'aujourd'hui. Et donc c'est trois histoires d'amour, 3 quêtes d'amour. Voilà, 3 personnes qui vivent des choses différentes, mais qui toutes sont en quête de quelque chose et qui pensent pouvoir trouver réponse dans une application à ce qu'ils cherchent, de manière un petit peu désespérée. Et puis on verra dans le livre s'ils trouvent ou pas quoi. Le suspense reste entier. entier. Et intenable. Alexandre, je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Est-ce que tu as une devise de ta propre création ou existante que tu aimerais partager avec nos auditeurs qui a un sens particulier pour toi ? Non, elle est un peu bateau, mais je trouve que ça me définit bien. C'est un esprit sain dans un corps sain. Parce que pour moi, c'est vraiment très très lié. C'est que mieux je me sens dans mon corps, mieux je me sens dans ma tête. Et mieux je me sens dans ma tête, plus j'ai envie de me dépenser, quoi. Donc ma forme physique et ma forme spirituelle, mentale, tout ce que tu veux, ont toujours été extrêmement liés, quoi. Quand je fais pas du sport pendant un moment, je me sens pas bien. Et quand je me sens pas bien, dans ma tête, je vais essayer de faire du sport pour me sentir mieux. Donc c'est très très lié, quoi. Donc voilà, je pense que c'est une petite devise qui me va bien, quoi. Merci beaucoup, Alexandre. Je voulais la faire en latin. Ah oui, anima sana in corpore sano, c'est ça ? Ouais. Et il y a peut-être une erreur de conjugaison quelque part, mais c'est ça. J'ai fait du latin en 4e et je me suis dit, je vais me planter. Il y a un truc qui ira pas, donc je préfère la faire en français. Voilà. Tu sais que c'est l'acronyme de ASICS ? Oui, je sais. Ouais. Oui, je sais. Ouais. Merci, Alexandre. Donc, c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir partagé avec nous ta course épique, puis au-delà de ça, ta réalité quotidienne de papa engagé avec ta femme Marianne sur de nombreux fronts, on l'aura compris, un quotidien dans lequel on est beaucoup à pouvoir se reconnaître et c'est important d'en parler, de communiquer, de faire bouger les lignes, c'est important. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de tes aventures familiales, professionnelles et sportives et évidemment un succès à la pleine hauteur de tes attentes pour ce projet de livre qui sortira donc le 6 juin prochain. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.